moi, si vous voulez, on peut commencer. Moi, ce que je vous propose pour mener l'introduction, je sais pas bien combien de temps elle va durer, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, j'ai pas d'idée. Ne te préoccupe pas de ça. Voilà. Donc, dans un premier temps, mon idée, c'était de rappeler comment s'insèrent ces 10 pages sur le caractère fétiche de la marchandise dans la première section et dans le chapitre 1. Ensuite, de tourner un petit peu autour de la notion de fétichisme pour bien comprendre quelle est la démarche de Marx avec cette notion. Ensuite, de prendre les 5-6 idées qui, dans la progression du texte, m'ont paru intéressantes pour cerner la démonstration et les critiques aussi de Marx en cette fin de chapitre. Et puis de terminer par un prolongement sur l'actualité de cette notion de fétichisme, ses conséquences, les effets de ce fétichisme dans l'état actuel mondialisé et avancé du capitalisme. Voilà, avec des idées, des questionnements et une ouverture vers un débat possible. Voilà, si ça vous convient, je vais démarrer. Simplement, rappelle que on aura un retour plus tard sur cette question du fétichisme de la marchandise lorsqu'on étudiera le livre 2 du Capital. D'accord. Parce que là, comme j'ai recherché, si tu veux, dans un dictionnaire d'économie politique, ils font référence au livre 2 pour rappeler justement quelle est l'importance du fétichisme de la marchandise, de la fétichisation de la marchandise dans le processus de production capitaliste. D'accord ? D'accord. Okay. Voilà. Bon, ben ça fait une bonne transition donc avec mon introduction qui va tendre à montrer l'importance de ces 10 pages. Donc je rappelle un petit peu que ça s'insère donc à la fin du chapitre 1. La première section qui s'appelle donc marchandises et monnaie, elle a comme objectif de montrer le processus de la naissance du système de production marchande. À l'intérieur, il y a donc 3 chapitres. Le premier chapitre strictement sur la marchandise, comment est née la marchandise. Le deuxième chapitre sur le processus de l'échange. Et puis le troisième chapitre sur la monnaie ou la circulation des marchandises. Ce chapitre-là permettant, en fait, étant aussi une transition vers la définition du capital déployée dans la deuxième section. Voilà. Donc, si on revient à ce que nous avons déjà abordé, à savoir le chapitre 1, avec dans les 4 parties, en première partie, donc le passage d'une valeur d'usage du produit du travail à une valeur d'échange, donc le double caractère du travail privé, travail social, la valeur d'échange qui a conduit à ce qu'une marchandise prenne une forme monnaie, et enfin en 4e partie, donc cette partie intitulée le caractère fétiche de la marchandise et son secret. Alors, en regardant ce titre, avant même de lire les pages, on peut être intrigué parce qu'on se dit, alors que pendant 30 pages, on peut supposer que Marx a fait en sorte d'éclairer sur la notion de marchandise, voilà maintenant qu'il nous dit qu'il y aurait un caractère mystérieux et secret à cette marchandise. Donc ça nous amène forcément à nous interroger sur la notion de fétiche, de fétichisme qu'il attribue à la marchandise. Alors donc, en bon prof de français, j'ai ouvert un dictionnaire. Et puis, c'est toujours intéressant de voir à la fois l'étymologie et puis les différentes composantes sémantiques d'un mot. Et donc, le mot fétiche, en fait, c'est le même à l'origine que le mot factice. C'est ce qu'on appelle un doublet, c'est-à-dire que l'origine du mot, c'est factitius, qui veut dire artificiel, en opposition à naturel. Donc, il y a une dimension avec le mot factice, qui est le même finalement, il y a une dimension de faux derrière la notion de fétiche. Alors le mot fétiche, il est apparu en fait en lien avec la découverte du monde à la fin du XVe siècle. C'est un mot à l'origine portugais et c'est le nom qu'ont donné donc les Blancs aux objets de culte des civilisations dites primitives, notamment découvertes en Amérique du Sud.
ces objets auxquels on attribue un pouvoir magique, bénéfique, une sorte de porte-bonheur qu'on se met à adorer. Donc un objet qui est matériel, mais auquel on attribue des pouvoirs surnaturels. Et donc derrière le fétiche, il y a bien l'idée d'une sorte de vénération, d'un objet qu'on révère comme ça, sans discernement, de façon un peu aveugle. Et donc qu'on considère aussi comme intouchable, comme sacré, de par son caractère mystique. Et alors ce qui est assez étonnant, c'est que ce terme fétiche, il y a quelques jours, Macron lui-même l'a employé en s'adressant à Merkel et en lui disant Madame Merkel, abandonnez vos fétiches que sont l'équilibre budgétaire et l'excédent commercial. Donc, vous voyez, c'est un terme qui est encore d'actualité. Donc derrière le caractère fétiche, en fait, ce qu'il faut voir pour Marx, c'est trois aspects. C'est l'aspect de mystère, c'est l'aspect d'artificiel et de faux, et puis c'est le côté contestable, et le côté immuable, pardon. Et ces trois aspects-là, c'est justement ce qui l'amène à contester l'adhésion, en quelque sorte, des économistes de son temps et des économistes bourgeois à cette idée de fétichisme. Voilà. Donc, je vais passer maintenant aux idées qui permettent un peu de mieux comprendre cette notion dans la progression du texte. Donc, Marx nous dit déjà, il part comme postulat que l'objet, une fois qu'il est devenu marchandise, eh bien, il devient mystérieux. Il a un secret en lui, et donc l'idée c'est comment expliquer ce mystère, comment expliquer le fait que un objet devenu marchandise échappe tout à coup au sens et prend un caractère énigmatique. Bon, il dit évidemment que l'explication la plus importante, c'est le fait que la forme marchandise prise par un objet renvoie en fait à l'image d'un rapport social entre les producteurs et entre le travail global, un rapport social qui existe en dehors même de ces producteurs et qui fait que là, on est face à une chose sociale, alors qu'au départ, on le voyait comme un simple produit du travail. Ce rapport social étant sorti du cerveau humain, Marx nous dit, il n'a donc rien de naturel, il n'est pas plus naturel que les figures créées par les religions. D'où l'idée de fétichisme et le rapprochement qu'il fait avec les religions, et notamment la religion chrétienne, qui est la plus caractéristique finalement de cette forme-là. Alors, le mystère du travail social global, il faut aussi l'expliquer. Ça, c'est la troisième idée, et il l'explique en disant que c'est une somme, ce travail social, c'est une somme de travaux privés qui ont été menés indépendamment les uns des autres, mais qui sont perçus comme échangeables, donc équivalents. D'où une sorte de caractère complètement impersonnel des rapports sociaux et des choses produites dans le cadre de ces rapports, et une égalité entre des travaux différents qui forcément relèvent de l'abstraction, d'où sa notion de travail humain abstrait. Voilà, le fait de dire que tel travail, je sais pas moi, du couturier qui a produit l'habit, va avoir un équivalent, va avoir une égalité avec le travail de celui qui a produit la toile, ça relève de l'abstraction. Donc il parle de hiéroglyphe social, que deviendrait le produit du travail déterminé comme valeur. Alors à partir de là, Marx déploie en quatrième idée sa critique de ceux qui pensent ce phénomène là comme indépassable et comme résultat d'une sorte de loi naturelle qui serait donnée aux grandeurs de valeur. Et ce qu'il dit, alors là je vous cite, je vous fais une petite lecture, ce qu'il dit par rapport à ces grandeurs de valeur, page 76, c'est que ces grandeurs de valeur changent constamment, indépendamment
de la volonté, j'insiste là-dessus, indépendamment de la volonté des producteurs, des prévisions et des actes des gens qui échangent. Leur mouvement social propre a pour eux la forme d'un mouvement de choses qu'ils ne contrôlent pas. Ça, c'est aussi important, qu'ils ne contrôlent pas, mais dont ils subissent au contraire le contrôle. D'où le mystère qui, d'après Marx, ne va pouvoir s'expliquer qu'en utilisant le temps de travail pour déterminer une grandeur de valeur. Et il le redit, page 77, la détermination de la grandeur de valeur par le temps de travail est donc un secret caché sous la phénoménalité des mouvements des valeurs relatives des marchandises. Et donc pour lui, il ne faut pas en rester à un arbitraire occultant et finalement assez dément, délirant, du prix des marchandises comme loi naturelle de la grandeur de valeur des marchandises. Donc pour lever le voile entretenu, ça c'est sa cinquième grande idée, pour lever le voile entretenu par cette forme de pensée arbitraire de la part notamment des économistes de son temps, il va faire une démonstration en s'appuyant sur différentes formes de production. Alors il va partir de la plus simple, celle de Robinson. Robinson tout seul dans son île, qui utilise ce qu'il a pu sauver du naufrage, et en tant que producteur, qui donc va donner des produits de son travail, même si, je ne sais pas si vous vous souvenez, il organise sa vie même seul dans son île pour que ça ressemble le plus possible à une société. En fait, pour lui, c'est très transparent et simple, ce rapport entre son rôle de producteur et le produit de son travail. Donc, derrière le terme transparent et simple, il y a bien l'idée que là, il n'y a pas de fétichisme possible, puisque c'est transparent et simple. Après, il arrive au Moyen-Âge, Marx, et il nous dit... cette société fondée notamment sur des dépendances fortes entre le serf et le seigneur, les laïcs, les clercs, dépendances personnelles, cette dépendance-là caractérise les rapports sociaux. Donc, au niveau du travail, les prestations en nature sont importantes dans les rouages sociaux. Et donc, la part de déguisement des produits du travail en rapports sociaux globaux des choses est beaucoup moindre. Et donc là, le fétichisme est à ce moment-là ou inexistant, ou en tout cas beaucoup moins développé. Troisième exemple, l'exemple de la famille paysanne. Donc les produits divers du travail familial qui rendent visible la détermination sociale de ces travaux, fait aussi que là, le fétichisme n'est pas du tout évident. Enfin, et là c'est un moment très très important, je crois, de ces pages, c'est ce qui nous permet de dire, alors là je reviens un petit peu en arrière pour l'importance de ces pages, ce qui nous permet de dire que le chapitre sur le fétichisme de la marchandise va permettre à la fois de comprendre le rôle joué par la marchandise dans le processus d'exploitation capitaliste, mais aussi notre capacité à penser un monde, une société sans marchandise. Et alors, c'est donc le quatrième exemple qu'il donne de forme de production. Alors là, je vous en fais une lecture, page 80, un petit peu longue, mais ça me paraît assez fondamental. C'est ce qu'il appelle l'association d'hommes libres. Donc il dit, une association d'hommes libres travaillant avec des moyens de production collectifs et dépensant consciemment leurs nombreuses forces de travail individuelles comme une seule force de travail sociale. Toutes les déterminations du travail de Robinson se répètent ici, mais de manière sociale et non plus individuelle. Tous les produits de Robinson étaient son produit personnel exclusif, et donc immédiatement pour lui des objets d'usage. Le produit global de l'association est un produit social. Une partie de ce produit resserre comme moyen de production. Alors tout ça dans l'association d'hommes libres. Elle demeure sociale, mais une autre partie est consommée comme moyen d'existence par les membres de l'association. Elle doit être partagée entre eux. Ce partage se fera selon une modalité qui change avec chaque modalité particulière de l'organisme de production sociale lui-même et avec le niveau
de développement historique correspondant atteint par les producteurs. Supposons simplement, pour établir le parallèle avec la production marchande, que la part de moyens d'existence qui revient à chaque producteur soit déterminée par son temps de travail. Le temps de travail jouerait alors un rôle double. D'un côté, sa répartition socialement planifiée règle la juste proportion des diverses fonctions de travail sur les différents besoins. D'autre part, le temps de travail sert en même temps à mesurer la participation individuelle du producteur au travail commun et aussi, par voie de conséquence, à la part individuellement consommable du produit commun. Les relations sociales existant entre les hommes et leurs travaux, entre les hommes et les produits de leurs travaux, demeurent ici d'une simplicité transparente, tant dans la production que dans la distribution. Donc, moi j'y vois, peut-être je me trompe, mais j'y vois un embryon de société communiste dans cette association, et j'y vois l'idée qu'on peut donc penser tout à fait une société sans processus marchand tel qu'il s'est développé sous le capitalisme. Alors, j'ajoute que en ce qui concerne les conditions d'existence de cette société-là, et puis la possibilité de lever le voile sur le fétichisme de la marchandise, page 81, Marx nous dit la configuration du processus social d'existence, c'est-à-dire du processus matériel de la production, ne se débarrasse de son nébuleux voile mystique qu'une fois qu'elle est là comme produit d'hommes qui se sont librement, et là chaque mot compte, librement mis en société sous leur propre contrôle conscient et selon leur plan délibéré. Mais cela requiert pour la société une autre base matérielle, c'est-à-dire toute une série de conditions matérielles d'existence qui sont elles-mêmes à leur tour le produit naturel d'un long et douloureux développement historique. Et c'est celui qu'on est en train de vivre, bien entendu. Alors, pour finir, donc, Marx reprend sa critique des économistes, marquée par la conscience bourgeoise, avec l'idée que la production marchande serait une nécessité naturelle, et il montre bien comment ils ont été abusés par ce fétichisme. Alors, je ne sais pas si c'est important de dire qu'il fait un détour à un moment par la religion chrétienne, pour dire que pour comprendre le caractère très abstrait de ce fétichisme, finalement, on peut se référer à la figure christique, qui justement le Christ est une sorte de matériel humain, si j'ose dire, qui prendrait une forme hyper abstraite, puisqu'il est à la fois Dieu, homme et Saint-Esprit. Voilà, donc il fait référence au christianisme pour montrer que les deux démarches ont été peut-être un peu parallèles. Voilà. Alors, pour finir, moi, les idées qui me sont venues en prolongement donc de ces 10 pages, c'est de se poser la question des effets de ce fétichisme dans l'état avancé et mondialisé du capitalisme aujourd'hui. Est-ce que ce fétichisme est encore bien présent? Est-ce qu'il est plus présent que jamais? Ou est-ce qu'au contraire, on le voit se craqueler? La réponse, elle est oui et non. C'est-à-dire que je pense que la présence de ce fétichisme-là, elle est très forte avec, on le voit, la place du consommateur plus que jamais mise en avant, les apparences, les signes extérieurs de richesse, comment le fait d'acheter des choses, de montrer ce qu'on a acheté est important dans notre société, la place de la compétitivité, qui voit, y compris des salariés parfois accepter finalement de baisser leur salaire au nom de la compétitivité, et puis surtout on voit aussi comment le révisionnisme et la mutation par exemple d'un PCF avec ses économistes bien pensants
s'inscrivent dans ce fétichisme. C'est-à-dire que bon, on pourrait penser un monde meilleur dans le cadre du marché, nous ont-ils dit dans les années 80. Et en même temps, on voit bien comment il y a beaucoup de signes de remise en cause de ce fétichisme. Il y a notamment en période de crise et de chômage, il y a un sentiment qui est fort qu'on a affaire à un mensonge à grande échelle sur la valeur donnée aux marchandises, quand on voit les concurrences effrénées entre les marques, le phénomène des soldes aussi, les fourchettes de prix, le fait qu'on puisse avoir, je sais pas moi, un t-shirt à 3 € quand un autre va coûter 30 €. Là, le sentiment d'un mensonge, il est fort. On voit aussi, par exemple, dans la défense des services publics, le rejet d'un processus de marchandisation de tous les phénomènes de la société. Et puis on voit même ici ou là le besoin justement de reprendre le contrôle sur les produits du travail, avec des solutions qui nous peuvent paraître illusoires en restant dans le cadre du capitalisme. Je pense aux grandes idées de retour aux producteurs, de commerce équitable, des coopératives, les CEL aussi, les systèmes d'échanges locaux qui sont nés dans les années 70 et puis qui continuent à se développer. Il y en a pas loin de 300 en France, où il y a une sorte d'échange local entre biens, services et savoirs, mais qui ne fonctionne qu'à un niveau local. Ça peut pas être un niveau justement d'une échelle sociale plus large. Voilà, ça conduit aussi parfois à des solutions carrément plus réactionnaires comme celle de la décroissance. Voilà, enfin c'est quelques pistes que je lance par rapport à ça, mais en gros, je crois que ce sont des pages importantes qui doivent nous aider aussi à convaincre en tant que communistes qu'une société sans exploitation capitaliste, mais aussi sans marchandises, évidemment, est possible. Voilà. Bravo Emmanuel. Bravo, c'était extrêmement intéressant et ça permet effectivement d'éclairer un chapitre qui n'est pas a priori très facile à aborder. Bravo. Et je le dis pour ceux qui nous écoutent, étant donné que tu as eu du mal à te lancer, je trouve que tu as bien pris en main le taureau par les cornes et que tu fais preuve de capacité théorique remarquable parce que ton exposé vraiment je le trouve parfait. Je sais pas ce que les autres camarades en pensent, mais je trouve parfait. Alors moi j'aurais une remarque, quelque chose à ajouter par rapport à l'application d'aujourd'hui qu'on pourrait avoir de l'analyse du fétichisme de la marchandise. Quand tu disais justement que on a l'impression communément qu'il y a un mensonge sur la valeur réelle de la marchandise et notamment sur celle de la monnaie. Je sais pas si vous vous rappelez lors du passage du franc à l'euro. Beaucoup de gens se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a des choses qui valent beaucoup plus cher aujourd'hui qu'à l'époque si on convertit en francs maintenant en euros, comme le prix du café, le prix du pain, et c'est vrai que communément quand on discute du prix des marchandises, que ce soit en repas de famille ou parmi en fait des gens avec des gens qui ont vécu cette transition, on a rapidement l'impression que effectivement il y a un mensonge sur la valeur réelle de la marchandise et donc de la monnaie. Et donc voilà, c'est quelque chose que je voulais ajouter, je sais pas ce que vous en penserez. Et puis il y a autre chose aussi, c'est sur la question des producteurs locaux, du commerce équitable. Il y a aussi la question du bio. Et la question du bio, c'est pour une partie de la gauche dans le monde, beaucoup en France aussi, on a beaucoup cet aspect-là quand on discute avec des militants ou bien des gens qui essaient de changer les choses au quotidien. Il y a ce processus en fait qui est implicite et parfois même explicite
d'une prophétisation de la question environnementale, où justement on va nous annoncer que c'est bientôt la catastrophe, qu'il faut que les gens puissent changer les choses de manière locale par leur mode de consommation, leur mode de vie, et donc il faudrait consommer bio parce que le bio c'est beaucoup plus équitable pour la nature, c'est beaucoup plus équitable pour les producteurs, et donc ça permettrait de changer le système de l'intérieur et aboutir à un mode de production qui serait beaucoup plus équitable et qui pourrait sauver l'environnement. Et cette question de bio, elle occulte en fait les rapports de production qui existent concrètement, qui est déjà l'exploitation de l'homme par l'homme, et le bio ne vient pas solutionner cette question-là. Et puis même le rapport en fait à l'environnement, c'est un rapport qui est celui de la marchandisation de l'environnement et donc de l'exploitation à outrance parce qu'on a besoin de produire et de créer la survaleur. Et donc c'est pour ça que la question du bio, elle ne résout pas, et même elle vient créer du mysticisme autour de la question environnementale, parce que la responsabilisation des individus pour sauver l'environnement, c'est quand même bien inspiré de tout ce qui a été fait par les chrétiens, et notamment par le syndicalisme chrétien, qui a été celui de responsabiliser les individus dans le changement de la société. Alors, moi, je vais dire deux, trois choses. D'abord, euh, les exemples qui ont été donnés, ça me satisfait. Moi, ce qu'il faut retenir quand même, il y a une chose peut-être qui apparaît pas assez, c'est qu'en fait, l'expression même de la fétichisation, c'est le phénomène de la thésaurisation monétaire ou en or, qui fait que on a entre guillemets de la valeur naturelle. Celui qui accumule sous une forme ou sous une autre, les choses ont évolué depuis Marx, hein, mais qui accumule de l'argent, de la monnaie, eh bien, sa valeur sociale, justement, elle s'exprime parce que il est censé détenir, finalement, entre guillemets, de la valeur naturelle. Parce que il y a cet aspect dans la fétichisation, c'est-à-dire que c'est à la fois ce qu'a dit Emmanuel dans son introduction d'ailleurs, c'est à la fois comme pour les fétiches des sociétés primitives, excusez-moi cette expression un peu ringarde, des sociétés primitives, c'est à la fois quelque chose de naturel, c'est-à-dire c'est du bois, c'est à la limite du fer ou du tissu, et en même temps, c'est devenu surnaturel. Et ben la monnaie, c'est un peu ça, c'est à la fois de l'or, mais c'est aussi l'expression de cette valeur dont on peut, dit Marx, chercher partout dans les marchandises où elles se trouvent, on la trouvera jamais, mais qui donne la puissance sociale à celui qui la possède. Alors c'est très important, à mon avis, sur cette question, si on veut répondre aux théories. Alors c'est difficile de dire révisionniste, parce qu'on est révisionniste quand on a été marxiste et qu'on a décidé d'abandonner sous prétexte qu'il fallait aller de l'avant. Mais les théories petite bourgeoise, je vais dire, excusez-moi, c'est une expression un peu passe-partout, à la Bourdieu. Bourdieu qui dit qu'en fait, la domination de classe, elle ne repose pas tant sur la possession du capital en tant que tel, elle repose sur la possession du capital de connaissance, du capital patrimonial, du capital et il évacue en fait sur l'importance fondamentale de la possession du capital productif, c'est-à-dire du capital au sens marxiste du terme, c'est-à-dire les sommes d'argent qui sont affectées pour justement permettre de produire de la survaleur toujours plus et au profit du capitaliste. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi il me semble que dans la question du fétichisme, on a une des racines idéologiques. Alors, est-ce que c'est idéologique? On a une des racines objectives, c'est pas idéologique, justement du réformisme. Parce que le fétichisme de la marchandise, le fait qu'on a l'impression que finalement
les marchandises qui circulent et celles qui les représentent tous, la monnaie, sont l'expression de la valeur naturelle des choses, aboutit à ce que on pense que pour améliorer la société, et c'est un peu le propos que pour améliorer la société, il suffit de s'attaquer à la circulation, c'est-à-dire il faut le partage, il faut partager le travail, etc., etc. Et du coup, on met de côté la sphère de la production, c'est-à-dire on met de côté la sphère essentielle, celle où la production de survaleur se réalise. Alors c'est important parce que effectivement tout le syndicalisme chrétien s'est développé sur cette base. Donnez-nous un tout petit peu plus et tout le monde sera heureux. C'est la base du réformisme social-démocrate avec cette fameuse expression vaut mieux un peu que un tout qu'on n'obtiendra pas tout de suite. Et donc petit à petit, ça devient le fait que petit à petit, un jour, peut-être qu'on arrivera à plus d'égalité, mais et c'est très significatif au niveau des textes, notamment de Bernstein au début du XXe siècle. D'un seul coup, dans son raisonnement, il accepte le fait que la société sera éternellement une société capitaliste. C'est-à-dire que sur la base justement du fait qu'on va répartir autrement, que le socialisme c'est une répartition différente au sens des produits qui ont été produits par les hommes, qui ont été créés par les hommes, eh bien on évacue une fois de plus la question du fait que dans ce processus il y a une classe sociale qui, par sa position, s'accapare la richesse produite et la richesse produite essentielle. Donc ça, c'est un autre élément. Troisième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est sur la question du christianisme et la question de la religion, parce que il fait référence au christianisme, il fait référence aussi à la mythologie. Alors, en fait, ce que l'on peut dire, c'est que de ce que nous connaissons de ces périodes, des périodes de l'Antiquité au moment où apparaît la mythologie grecque, etc. Pour ce qui est de l'Europe, il faudrait voir ce que ça donne en Asie, et pas trop en Amérique latine, parce que je pense pas que en Amérique latine, enfin ce qui est devenu l'Amérique latine, on était dans une société marchande. Mais au moins, il y avait des aspects de société marchande. Marx parle du fait qu'il y avait des poches d'économie marchande dans la société du Moyen-Âge, par exemple, un peu, comme dit-il, les Juifs dans les ports de la société polonaise. Donc, c'est bien effectivement des noyaux qui commençaient à entrer dans une ère nouvelle, celui de la domination de la marchandise. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on a le même phénomène à propos du fétichisme de la marchandise que celui qui fait que la vie quotidienne des individus dans l'Antiquité grecque se traduit par un dédoublement qui fait que la vie des dieux, c'est en fait le reflet de la vie réelle sur Terre que les hommes expriment pour pouvoir assurer leurs tâches, leur vie en commun, la production sociale, etc., etc. Donc, on a là un rapport. Mais avec le christianisme, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement important. Marx insiste sur le lien avec le protestantisme. Et vous n'êtes pas sans connaître, je suppose, le fait qu'on attribue à Max Weber cette idée que le protestantisme a été l'idéologie religieuse la plus adaptée au développement du capitalisme, parce que avec notamment la théorie de la prédestination chez Calvin, on avait bel et bien la mystification de la concurrence et des aléas de la concurrence auxquels étaient confrontés les marchands. Je vous donne un exemple. Vous avez équipé un bateau, armé un bateau, vous l'avez chargé de marchandises. Ce bateau arrive
là où il peut échanger les marchandises contre d'autres marchandises, et il revient et le marchand fait 8 fois la culbute, avec du poivre, avec des objets de ce genre. Mais d'un autre côté, le même bateau, il repart et soit avant d'arriver à son port d'échange, soit au retour, il coule. Et du coup, il fait faillite. Et ben ça exprime cette théorie de la prédestination chez Calvin qui souligne que finalement, on ne sait pas trop pourquoi, si ce n'est que Dieu l'a choisi au moment de la création de l'homme, qui va aller au paradis, qui ne va pas y aller. Celui qui va. Alors lui, il se rattrape en disant, en fait, la prédestination, on en a une vague idée pour notre compte à partir du moment où on s'enrichit. Donc s'enrichir, contrairement au catholicisme et contrairement même un peu chez Luther, chez Calvin, l'enrichissement, c'est la preuve que Dieu vous a choisi comme élément prédestiné. Ce qui explique pourquoi cette idéologie là a permis d'armer idéologiquement comment on appelle ça, les colons qui partaient dans le Nouveau Monde. Et sur cette base, y compris, à donner une justification théologique au massacre purement commercial des Indiens pour prendre leurs terres et s'emparer de leurs richesses. Donc, vous voyez, il y a là des choses qui sont importantes. Mais il faut aller un petit peu plus loin aussi. C'est que le christianisme comme tel, le christianisme tel que nous pouvons l'aborder à la période du 2e, 3e siècle après notre ère, parce que contrairement à ce que nous raconte, c'est pas le premier, c'est plutôt le 2e et le 3e siècle de notre ère qui est celui de l'expansion du christianisme et de son développement. Le christianisme, dès l'origine, il est bel et bien une religion qui est liée au développement de la marchandise dans la période de l'antiquité décadente, dans l'esclavagisme décadent. Regardez, le christianisme, il remet en cause, d'une manière qui n'est pas une manière radicale, mais il remet en cause l'idée de l'esclavage. Et c'est pas un hasard si c'est sous la domination idéologique du christianisme que les sociétés vont se débarrasser de l'esclavage. La deuxième chose, c'est que regardez au niveau de la mythologie chrétienne, tous les compagnons que l'on attribue au Christ comme figures mythiques, ce sont des figures mythiques, hein, c'est pas des figures historiques. Tous les compagnons du Christ sont des artisans, c'est-à-dire des gens qui produisent des marchandises. C'est des pêcheurs, c'est des charpentiers, c'est je sais plus, chacun, si vous voulez, a un petit peu une spécialité qui est liée à cela. Et ce qui n'est pas inintéressant peut-être, c'est de savoir que c'est au moment où justement le christianisme devient l'arme des classes dominantes que la figure de Paul apparaît, et lui, ce n'est pas un artisan, c'est pas un patricien, mais c'est un chevalier. Il est plus qu'un soldat, il est un chef. Hein. Donc à Rome, ça veut dire qu'il est dans la catégorie des chevaliers, hein, ce groupe particulier. Et donc, effectivement, là, on a le fait que cette idéologie qui va être un élément destructeur de la société esclavagiste romaine va être à un moment donné l'élément qui va permettre à la classe dominante une sortie de la crise de l'esclavagisme avec la domination du christianisme et avec y compris, c'est ça le paradoxe, une crise de la société romaine qui conduit à ce que on ait une véritable régression historique. Et là,
c'est extrêmement important de voir ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure à propos de la nature du Christ. Le Christ est un et trois en même temps. Tout comme la marchandise est une et deux. Et le travail, il est un et deux. Ça, je veux dire, là, il y a des correspondances qui sont pas complètement... De la même façon, d'ailleurs, je fais une parenthèse, sur la question de la transsubstantiation, excusez-moi. C'est-à-dire, ceci est du pain, mais c'est le corps du Christ. Et en fait, quand il y a la cérémonie, c'est pas du pain, c'est le corps du Christ. C'est pas du vin, c'est le sang du Christ. C'est extrêmement important parce que pendant très longtemps, les matérialistes, notamment les matérialistes que je vais appeler vulgaires, mais pas dans un mauvais sens, hein, c'est les matérialistes non dialectiques, ils vont se moquer de ça. Mais en réalité, le matérialisme dialectique permet de comprendre comment il est possible que 1 soit égal à 3, de la même façon que la marchandise est une, mais en même temps, elle a deux faces, et de la même manière, comment peut se transformer une matière en une autre d'une manière mythique, exactement comme quand on va chez le cordonnier, on y va pour acheter une paire de chaussures, parce qu'on a besoin de se la mettre aux pieds. Ça serait, si vous voulez, le côté pain et vin. Et en même temps, ce que l'on acquiert, ce que l'on réalise au moment de l'achat, c'est la valeur qui n'est plus liée à la valeur d'usage, mais qui est liée à la valeur d'échange de ces chaussures, et qui, en fonction du temps de travail socialement nécessaire qui ont été mises en elles, trouvent leur reconnaissance sociale dans la quantité monétaire qui est la leur. Et donc, on a bien le même phénomène avec le sang du Christ et le corps du Christ. Vous voyez, le capital, j'ai insisté là-dessus pour une raison simple, parce que ce passage nous permet d'approfondir cette idée que Marx, il n'est pas important pour ses travaux d'économie, mais c'est parce que, en fondant l'économie politique sur la base du matérialisme historique et dialectique, il ouvre à la connaissance les mêmes boulevards, on va les appeler comme ça pour faire vite, les mêmes boulevards que Copernic a ouverts lorsqu'il a fait la démonstration que le Soleil n'était pas le centre du monde, mais que la Terre tournait autour de lui, et que la Terre n'était pas le centre du monde, mais que elle tournait autour du Soleil, et que pour comprendre le cosmos, il fallait avoir cette idée là à la base, et qui a été développée par la suite, etc. Donc, on peut dire que la révolution de Marx, au niveau idéologique, avec le Capital, alors toute son œuvre, hein, mais avec le Capital comme son ouvrage fondamental, son ouvrage central, auquel il a travaillé quand même 40 ans de sa vie, Marx, c'est une révolution copernicienne, puisque c'est comme ça qu'on appelle les grands mouvements idéologiques qui fondent la pensée scientifique. Et je pense que avant Marx, il y a des scientifiques qui s'occupent d'économie politique, Ricardo, etc. Et avant Copernic, il y a des scientifiques qui s'occupent de tel ou tel aspect des sciences. Ça a été le cas d'Aristote, ça a été le cas d'un certain nombre d'autres. Mais que c'est seulement lorsque Copernic et Marx, chacun dans leur domaine, mais d'une manière convergente, et il faudrait rajouter Darwin, d'ailleurs, que j'allais oublier, développent leur théorie sur la base des principes scientifiques, que on peut parler de science, c'est-à-dire d'une abstraction de la réalité qui permette de réinvestir cette réalité pour la transformer et la mettre à notre service. Mais sans faire la distinction courante qui est liée à la domination de classe
de la bourgeoisie, qui n'a pas intérêt au contraire, en n'oubliant jamais qu'on ne peut pas opposer les trois révolutions coperniciennes, si je peux parler ainsi. Car, en fait, avec le marxisme, c'est l'aboutissement. Les trois éléments sont liés et ont des interactions les uns sur les autres. Et donc, de ce point de vue, la lecture du Capital, l'étude du Capital, c'est valable pour comprendre la société capitaliste, comment il faut la combattre, quels sont les mots d'ordre à avancer, on l'a vu tout à l'heure avec l'explication sur les questions de la bio, etc., etc., mais c'est aussi la base pour pouvoir avoir une réflexion scientifique sur l'explication du monde, toujours avec l'objectif de participer à sa transformation de manière à le mettre au service de l'humanité. Donc ça, je crois que c'est, si vous voulez, des questions qui me semblent extrêmement importantes et qui sont mis en, comment je pourrais dire, qui sont plus ou moins découvertes quand on lit ce passage, dont je dois dire que je l'ai lu de très nombreuses fois et que c'est seulement aujourd'hui que j'en prends toute l'importance et toute la profondeur. J'avais bien reconnu quelques trucs, mais effectivement, si on veut comprendre pourquoi finalement, pour reprendre un peu le raisonnement, vous savez, de Saint-Simon sur si Madame la Duchesse du Berry, si les gens de la cour, etc. mouraient, on serait très triste, mais le monde continuerait de tourner. Mais par contre, si les entrepreneurs, alors il y met les patrons là-dedans, les entrepreneurs, les banquiers, les ouvriers, etc. mouraient, ce serait une catastrophe parce que le monde ne tournerait plus. Alors, pour reprendre un petit peu cette image, on pourrait dire que c'est ce qui nous permet de comprendre que finalement, si on pose les problèmes là où ils se posent, c'est-à-dire fondamentalement dans la sphère de la production, dont on va découvrir, parce que Marx, au moment où il écrit, enfin, où on lit ce passage, on n'est pas encore passé dans cette sphère. Mais si on fait la liaison, on va s'apercevoir que, effectivement, il faut, le capital nous permet de voir là où se joue finalement l'enjeu de l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire l'enjeu des luttes de classe quotidiennes que nous affrontons, avec en même temps, en permanence, cette nécessité de relativiser la question de cette fétichisation dont on est tous plus ou moins victimes. Il est clair et net que quand les gosses, alors aujourd'hui dans la marchandise, enfin dans l'intégration à la sphère de la circulation des enfants, c'est un aspect qui est presque caricatural. Quand un gosse il veut mettre des vêtements de marque, c'est parce que ces vêtements de marque lui donnent une importance sociale qu'il n'aurait pas sans eux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas ironiser sur ces questions. En disant, on a tous tendance à le faire, les gens quand même sont un peu cons, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une belle bagnole, etc. Parce que en fait, ils manifestent à travers cela ce que le capital leur refuse, c'est-à-dire leur dignité d'être humain. Parce que justement, ils ont tendance, en voulant entre guillemets concrétiser à travers des choses, des marchandises qu'ils ont acquises, ils ont tendance à vouloir montrer en fait qu'ils existent. Et c'est bien là une des contradictions auxquelles, mais de tout temps, c'est pas nouveau, le mouvement ouvrier révolutionnaire est confronté, c'est de faire comprendre aux masses que justement c'est du fétichisme et que donc ça ne peut être qu'illusion et déboucher sur la première catastrophe venue. Regardez ce qui se passe lorsqu'il y a la crise. Alors moi, je vous trouve un petit peu optimiste quand même sur je trouve un petit peu optimiste sur le fait qu'il y aurait des signes de remise en cause, etc.
Si vous voulez, je suis d'accord avec vous, il y a des signes, mais ils ont en fait toujours existé. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ces signes sont moins forts dans un pays comme la Chine, ou comme l'Inde, ou un des BRICS, que chez nous? J'ai l'impression que chez nous, le problème, c'est que pour des raisons de rapport de force et de la nécessité de faire des concessions, le capital, dans des secteurs où finalement il n'y avait pas de rentabilité sociale, de rentabilité du capital possible, le capital a laissé se développer des secteurs non marchands ou qui étaient très peu marchands. En France, notamment la santé, parce qu'en Angleterre c'est un petit peu plus compliqué, mais en France la santé pendant très longtemps ça a été un secteur qui échappait plus ou moins à la marchandisation, encore que il fallait faire attention parce que l'industrie pharmaceutique était privée, l'industrie qui produit les instruments de travail des hôpitaux des médecins étaient privés, etc., etc. Mais en gros, on avait l'impression que il n'y avait pas de marchandisation. Ce que l'on se rend compte aujourd'hui, c'est que quand le capital privé s'inscrit dans ces secteurs-là, en fait, on a marchandisation, et cette marchandisation se traduit par une dégradation des services attendus. Donc, finalement, c'est une dégradation de quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Pour parler comme Marx. De la valeur. Non, laquelle? De la valeur d'usage. Eh voilà, c'est une dégradation de la valeur d'usage. Et ça, c'est extrêmement important parce que qui dit dégradation de la valeur d'usage, quelque part, renvoie aussi à la dégradation de la qualité de la force de travail. Et regardez ce qui se passe dans l'éducation nationale. Et là, c'est pas un discours anti-féminin que je fais. Dans l'éducation nationale, le remplacement de la main-d'œuvre masculine d'une manière systématique par la main-d'œuvre féminine. Et comme le dit Marx, le capital, il prend la force de travail telle qu'elle est, pas telle que certains voudraient qu'elle soit, telle qu'elle est. Et cette force de travail féminine, elle était moins, du point de vue du fétichisme, moins valorisée que la force de travail masculine. Et on retrouve exactement le même phénomène en médecine. Vous regardez la masse des médecins généralistes, la masse des médecins de spécialisation non liée à la recherche, etc., etc. Je pense les spécialistes de la peau, des yeux, etc., etc. Vous avez une féminisation extraordinaire au détriment des revenus des médecins et des médecins des médecins hommes et femmes, et comme dans l'enseignement, au détriment des enseignants et des enseignantes. Donc vous voyez, ces questions-là, en fait, nous renvoient à chaque fois à ce phénomène de la richesse. Et Marx dit, il cite à plusieurs reprises des citations d'économistes qui disent que finalement l'utilité c'est la société et la richesse c'est les hommes. Être un homme de belle apparence est un don des circonstances, mais savoir lire et écrire c'est quelque chose qui vient par nature. Il cite Shakespeare là. En fait, on a un rapport immédiat entre hommes et choses, tandis qu'à l'inverse, leur valeur ne se réalise que dans les chances, c'est-à-dire dans un processus social. Donc, on a bien que la valeur d'usage des choses est indépendante de leur propriété de choses. Leur valeur, en revanche, leur revient en tant que chose. C'est-à-dire que là, on a effectivement une confusion générale que donnent les économistes. Et par rapport à ce que disait Emmanuel, je t'ai trouvé un peu gentil avec les économistes bourgeois, parce que moi, la question que je me pose, alors,
pas pour le tout un chacun, pas pour le tout va, plus exactement. Mais est-ce que finalement, c'est pas quelque part quelque chose qu'il refoule pour pouvoir justifier la société dominante, quoi. Voilà, moi je terminerai là-dessus. Si, justement. Oui, non, parce que t'as dit, ils se trompent, ils sont dans l'erreur, etc. Ah oui. C'est pour ça que je dis ça. Parce que, Ça serait, oui. Ouais. mais ça peut, il y a aussi cet aspect. Faut pas qu'on devienne caricaturaux. Ce qui fait la force de l'idéologie dominante, c'est qu'elle apparaît comme étant véridique, finalement. Juste une petite question. Tout à l'heure, tu parlais des trois révolutions. Quand tu parlais de Copernic, les trois révolutions, c'est Copernic, Marx et Darwin, c'est ça? Ou j'ai mal compris? Oui, c'est ça. C'est les D'accord. trois révolutions idéologiques. Enfin oui, c'est Copernic scientifique. C'est Copernic, Darwin et Marx. D'accord. Oui, effectivement, moi, ce qui m'a passionné dans cette partie de chapitre, c'est la façon comme les grands révolutionnaires de la pensée que sont un Copernic ou un Galilée, c'est de montrer à quel point des vérités d'évidence, justement, qui contribuent au multiple fétichisme, parce qu'effectivement, il y a le fétichisme religieux, il y a le fétichisme sur le système social dans lequel on est, et il y en a sûrement bien d'autres des fétichismes qui frappent nos consciences. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il arrive justement à ébranler complètement ces vérités d'évidence, à dire à les remettre fondamentalement en cause. Et ça nous permet aussi, du coup, de mieux cibler la responsabilité du système et de ne pas sombrer dans un mépris. Je repense là dans l'exemple que tu donnais, je pensais au mépris d'un Mélenchon quand il a vu les gens se jeter sur Nutella. Moi, j'avais été très gênée par son mépris, alors qu'en fait, effectivement, derrière, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est la responsabilité de ce système qui se nourrit de multiples fétichismes et qui amène des gens, avec le petit salaire qu'ils ont, à se jeter sur une occasion d'avoir du Nutella ou autre chose, quoi. Et quand on est marxiste, on ne se laisse plus aller à ce genre d'attitude méprisante qu'on trouve y compris chez un Mélenchon. Voilà, c'est à ça que j'ai pensé là quand tu as évoqué l'enfant qui porte des marques, parce qu'effectivement, moi, j'irai jamais fustiger les petits, les moins que rien, comme dirait Macron, qui essaient d'avoir coûte que coûte le dernier truc à la mode, parce que je sais à quel point c'est le système dans lequel ils ont grandi qui en est responsable, quoi. Voilà. Ah oui, non, puis moi j'irais même plus loin. Hein. Mélenchon, t'as raison, mais c'est facile. Mais dans nos rangs, on a ce genre quand je dis nos rangs, hein, c'est pas nous en tant que membres d'un parti, hein, c'est les rangs des révolutionnaires. Donc de gens qui ont une conception du monde qui aboutit à cette idée qu'il faut renverser le capitalisme, qu'il faut faire une société sur des bases nouvelles, qui est la société socialiste communiste, etc. On retrouve à certains moments ce genre d'attitude qui est caractéristique chez les réformistes petits bourgeois de type Mélenchon, à savoir que les gens sont, comment on appelle ça, abrutis, et le mot abruti ici il pose question, et ils sont abrutis par la consommation, il y a une façon de parler de l'aliénation d'une manière assez méprisante, etc. Et il faut qu'on y fasse attention parce que on s'attaque à nos forces. On s'attaque à ceux qui doivent faire la révolution. Alors ils doivent se débarrasser de leurs illusions. Mais ça, c'est une évidence. Oui. Hein, et je partage tout à fait ce que tu disais, Emmanuel. Hein, je fais la précision parce que pour montrer que on trouve pas cette attitude seulement chez les réformistes. On la trouve aussi chez des militants révolutionnaires, même y compris parfois
parfois parce que ça nous permet de décompresser, parce que on voudrait bien que ça aille plus vite. C'est un peu ce que disait Aragon dans cette chanson qu'a mis Ferrat en musique. Je voulais au ciel bleu croire, vous y croyez-vous maintenant, etc., etc. Il y a bien cette idée quand même qu'il y a des choses qui, à un moment donné, nous mettent en colère. Mais nous-mêmes, en tant qu'individus, on est marqué par ça. Bien sûr. Moi, je sais que j'ai pas acheté un portable Apple par hasard, parce que je me suis dit que Apple, étant donné ce que ça représente, j'avais moins de chances d'avoir des merdes que si c'était une autre marque. Bah, faut être clair, hein. Il y a bien fétichisation ici de la marchandise. Voilà. Il y a une autre chose, moi, qui m'a paru très intéressante, et puis tu as bien relayé ça dans ton exposé sur la religion, c'est le fait que le capitalisme a tout intérêt vraiment à développer au maximum tout ce qui tend vers l'abstraction. Paradoxalement, plus il crée de l'illusion qu'on possède des biens matériels, et plus il contrebalance par un discours, alors que ce soit au niveau de la religion chrétienne, et les protestants ont poussé encore plus loin que les catholiques, hein, cette abstraction-là de la religion. Aujourd'hui, il y a aussi tout le phénomène de virtualité, la science-fiction, enfin voilà. Il essaie parce qu'il sait à quel point cette abstraction-là, le fait justement que on n'arrive plus à se représenter les choses, comment les choses s'éloignent de nos consciences, comment on n'en a plus le contrôle, comment on n'en est plus libre. On voit bien comment cette abstraction, cette idée-là, le capitalisme en fait un usage abondant, et comment nous, en tant que matérialistes, justement, on a un rôle à jouer pour contrecarrer ça. Voilà, revenir à l'explication scientifique et matérielle, c'est aussi une façon de combattre l'idéologie dominante. Et c'est d'autant plus important, ce que tu dis, c'est que Marx dit aussi que les illusions religieuses, elles ne disparaîtront qu'avec la fin de la du phénomène de fétichisme. Oui, parce que c'est un tout, quoi. C'est un coup. Et pour revenir au christianisme, il faut réfléchir. Je dis ça aussi pour nos jeunes camarades qui suivent les émissions, qui font des études d'histoire. Mais le christianisme apparaît comme l'idéologie de la crise de la société esclavagiste à Rome autour du 2e, 3e siècle, dans une société qui est une société qui produit des marchandises. C'est pas une société capitaliste, mais qui produit des marchandises. La société romaine, et c'est pour ça que ça a donné longtemps l'illusion que finalement il y avait renaissance avec le retour à l'Antiquité, que d'autre part l'histoire de Rome, grosso modo, on pouvait la comprendre sur la base de l'existence de la société capitaliste, même si on le disait pas. C'est vrai que c'est une société où domine la production marchande, et l'esclavage, c'est bien cela. Et puis, on voit bien comment, dans cette société-là, on a une représentation idéologique du monde à travers le christianisme qui est une conception qui reste relativement optimiste. J'ai été très frappé à Rome de découvrir une petite église où aujourd'hui qui est réservée au culte pour les Philippins, à quelques pas de Sainte-Marie-Majeure, et où il y a une fresque, une mosaïque assez extraordinaire, parce que on y a en fait la représentation du Christ au milieu des fidèles, qui est le même type dans la forme de représentation que la mythologie antique, c'est-à-dire les amours de Zeus avec les différentes, Zeus Jupiter avec les différentes déesses, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a du relief et on a une profondeur de champ,
et des personnages qui sont en relation les uns avec les autres, etc. C'est tout à fait, ça renvoie tout à fait à ce qu'on a dit sur la marchandise et sa valeur d'échange, qui est en fait de la valeur de travail abstrait réduit à sa plus simple expression, et donc qui sont des travaux égaux les uns entre les autres. Et puis, avec la crise du système et l'effondrement du système, et cette crise du système, elle est liée au fait que l'esclavage ne permet plus de répondre aux besoins sociaux, on va avoir une remise en cause de la production marchande. Il ne faut pas oublier que, avec la fin de l'Empire romain, disparaît la monnaie. Les échanges redeviennent des échanges intermittents et non pas des échanges permanents. Il va falloir attendre le 9e, 10e siècle pour qu'on retrouve cela tout au moins en Occident. En Orient, ce qu'on dit l'Orient ici, c'est l'Empire byzantin. Derrière les apparences, bien sûr, il continue d'y avoir une production marchande, mais elle est minime par rapport à ce qu'elle a été, et peu à peu, les rapports de type féodaux s'imposent. Ils s'imposeront définitivement au XIe siècle à Byzance, alors qu'en Occident, ils s'imposent, disons, en gros, avec Charlemagne, enfin avec les descendants de Charlemagne. Mais les marxistes insistent sur le fait que, par exemple, l'Empire de Charlemagne, sa caractéristique, j'ai vu ça dans un livre sur Marx écrit par les soviétiques dans les années 60, l'Empire de Charlemagne, c'est un empire qui n'est pas stable. Et d'ailleurs, effectivement, dès qu'il meurt, ses fils se font la guerre et se partagent l'empire. On n'a pas la même chose que ce qu'il y avait avant. Et c'est lié au fait que les relations commerciales sont devenues des relations aléatoires pour beaucoup. C'est avec l'Italie que petit à petit des relations vont se faire, et au XIIe, XIIIe siècle, enfin au XIIIe siècle, excusez-moi, au XIIIe siècle, quand de nouveau les relations économiques, les rapports de circulation de la marchandise redeviennent plus ou moins stables, plus ou moins, faut faire attention, notamment à Venise, à Florence, etc., dans leurs relations avec l'Orient, Pise, etc., que petit à petit, on voit réapparaître des rapports marchands. Alors vous regarderez dans un dictionnaire, mais le ducat, le florin, la livre tournois en France, etc., c'est grosso modo autour de la période de Saint-Louis. Il meurt en 1270, etc. Et on a des phénomènes qui sont intéressants. Vous savez, alors, dans le chapitre suivant, Marx explique comment l'État intervient pour fixer la valeur fiduciaire de la monnaie. Vous savez qu'il y a toutes les opérations dites de faux monnayage du roi Philippe IV le Bel, et tout un tas de désordres monétaires liés à ces trafics de la monnaie. Donc on ne peut pas jouer avec ça. C'est des phénomènes qui sont objectifs. Et puis, et ça c'est intéressant, à ce moment-là, réapparaissent des courants chrétiens qui ont tendance à nier le caractère marchand qui est en train de se renouveler. Je pense en particulier à François d'Assise et son exaltation de la pauvreté. Parce que pendant toute une période, alors effectivement, il y a l'opposition du travail vil aux activités nobiliaires dont font partie les activités religieuses, mais une partie de ces activités religieuses consiste à rejeter ces qualités dites nobiliaires, ne pas travailler avec les mains, etc., pour s'y consacrer comme forme de soumission à Dieu. Alors avec des nuances, puisque si vous regardez bien entre les différents grands ordres religieux, Cluny, ceux qui suivent, etc., en gros, il se passe un siècle à chaque fois. C'est-à-dire, il y a un réformateur qui appelle les nobles à rejeter le monde parce qu'ils peuvent plus vivre dans ce monde parce qu'il n'y a plus assez de terre. C'est ça la réalité. Et au bout d'un siècle, le monastère est devenu tellement riche qu'il y a une nouvelle réforme et on passe des clunisiens aux, je sais plus comment on les appelle, là, les suivants, et etc. Et
avec le retour des relations monétaires, avec le retour de la marchandise finalement, eh bien, on assiste avec François d'Assise à un refus qui exprime l'opposition des masses populaires des villes, qui sont réduites à la misère, et qui exprime aussi l'opposition de la bourgeoisie à la domination de la féodalité, avec des contradictions. Parce que François d'Assise se trouve être du côté de Frédéric de Hohenstaufen, c'est-à-dire des Gibelins, contre les Guelfes. Mais c'est bien une opposition à la marchandise, parce que les Guelfes, ils représentent les grandes familles commerçantes des cités italiennes. Et une fois que cette question réglée, parce que la production marchande n'est pas suffisante pour entraîner un bouleversement idéologique total, on a quand même, à partir du XIVe siècle, des courants que traduisent d'ailleurs la crise de l'Église avec la grande le moment où il y a la papauté d'Avignon, etc., le grand schisme. À partir du grand schisme, ça se traduit un peu de cette manière aussi, une contestation qui renvoie au fait, par exemple, qu'on estime que les clercs, ils doivent être plus ou moins égaux avec les laïcs, et que il ne doit pas y avoir cette domination pontificale sur les églises, qui en fait aboutit à la reproduction du schéma de pouvoir qui est celui de la société féodale. Et c'est toutes les théories autour du conciliarisme, etc. Et ça débouche sur la réforme protestante au 16e siècle, enfin au 16e siècle, avec notamment la figure de Luther d'abord, qui s'oppose à quoi? Il s'oppose quand même à une collecte de fonds du type féodal, c'est-à-dire sur la base de l'illusion qu'on peut gagner le paradis en achetant des trucs là, des indulgences à l'église, si vous voulez, on a bel et bien quelque part, non pas le phénomène de la marchandise, mais sauf que l'âme devient une marchandise. C'est quand même ça l'élément nouveau. L'âme devient une marchandise, mais en même temps, la forme que ça prend, c'est le prolongement de la forme dont parle Marx à propos des serfs. C'est-à-dire, on sait que c'est tant de travail social que l'on donne. Mais avec Luther dit non, la richesse sociale, elle doit rester aux mains des bourgeoisies et de la petite et moyenne noblesse dans les différents pays. Et Calvin, et il n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres qu'on cite moins, mais qui font partie de cette école. Calvin va jusqu'au bout. Et avec Calvin, il n'y a plus ni transsubstantiation ni consubstantiation. Alors pour ceux qui nous écoutent, hein, la transsubstantiation, j'ai expliqué. La consubstantiation, c'est la théorie luthérienne, comme quoi, lorsqu'on prend dans la cérémonie, dans le sacrifice, on prend le pain, c'est à la fois du pain et le corps du Christ, à la fois du vin et le corps du Christ. Et le vin est partagé par les fidèles, alors que chez les catholiques, hein, le vin, il est réservé aux clercs. Et chez Calvin, c'est fini tout ça. On a ce qu'on appelle la présence symbolique. Oui, c'est ça. La présence ce que je disais, ils bouffent du pain, ils boivent du vin, et c'est ils ont renforcé l'abstement. Ils ont aussi enlevé tout le décorum. Quand on va dans un temple protestant, c'est chaque sou étonnamment austère. Enfin voilà, oui. Oui, c'est chaque sou, c'est pour l'accumulation, parce que c'est grâce à l'accumulation que l'on saura si on est prédestiné ou pas. En réalité, c'est parce que c'est ce qui permet au capital de faire son accumulation primitive, une des formes de l'accumulation primitive. Et on se soucie peu des pauvres. On peut leur donner, mais si on leur donne, on prend quand même le risque de nourrir des créatures de Satan. Faut voir ça, hein, puisque s'ils sont pauvres, c'est que Dieu a voulu qu'ils sont pauvres. Et en même temps, l'abstraction dont parle Emmanuel, on dit
Cela dit, on peut pas savoir. Parce que autant la réussite sociale ne peut qu'exprimer la volonté de Dieu, donc la prédestination, autant pour les pauvres, vous pouvez toujours avoir l'espoir que peut-être finalement il vous a pas aidé, mais que c'était justement pour vous permettre de profiter du paradis. Mais tout ça nous renvoie en fait à la montée de la société capitaliste et de la production marchande généralisée, enfin qui se généralise Ouais, tout à fait. jusque-là.